Tout de suite, on parle des ingérences russes. Et on en parle avec notre invité Nicolas Canel. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes journaliste. Vous publiez chez De Noël ce livre. Allô Paris, ici Moscou. On a presque envie de lire ce titre avec un accent russe. Effectivement, c'est un livre sur les ingérences russes, les opérations d'influence menées par la Russie, notamment en France. Une chronique aussi de la naïveté française que vous chroniquez de manière assez détaillée, avec des histoires plus ou moins rocambolesques que vous nous racontez. On va parler dans quelques instants avec vous de cette espionne russe qui a pu faire Sciences Po tout à fait tranquillement. On va parler de cette ONG russe qui recevait des journalistes, mais pas seulement, leur faisait visiter Moscou. Et on va parler aussi d'un entretien d'embauche que vous avez passé avec un collègue journaliste, notamment pour faire pour vendre en fin de compte la Russie et les opérations de la Russie en France. Avant ça, parlons quand même de la naïveté française. Pourquoi dites-vous que la France est plus naïve à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine que d'autres pays ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des raisons historiques. D'abord, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un parti communiste, par exemple, qui était très fort en France. Il y a aussi quand même une certaine tradition d'anti-américanisme, parfois assez primaire au sein de nos élites, particulièrement. Moi, j'aime bien ajouter aussi une autre raison qui est pas souvent abordée, qui est celle de la tradition de la presse de combat. C'est-à-dire que contrairement aux anglo-saxons, on a une presse qui est vraiment une presse d'opinion, dans laquelle on laisse une large part au texte d'opinion. Et ça, c'est autant de portes ouvertes potentielles qu'on peut laisser à des gens qui ont envie d'influencer le débat public. C'est vrai que cette presse d'opinion, on la retrouve d'ailleurs, on s'en rend plus compte sur le nom des titres en France. Le Républicain Lorrain, c'était un titre d'opinion en quelque sorte républicain contre les royalistes à l'époque. Il y en a plein d'autres qu'on peut retrouver. Parlons maintenant de la France. Vous ciblez notamment des profils. Alors, on va d'abord faire la part des choses. La russophilie, mon Dieu, c'est une qualité en quelque sorte. Il y a 1000 raisons d'aimer la Russie, d'être fasciné par ce pays. Absolument. Et Dieu sait si c'est un pays absolument magnifique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, certains profils, souvent haut placés d'ailleurs, passent de la russophilie au statut de groupie poutinolâtre ? Oula, alors là, c'est une question qui est un peu compliquée. En fait, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ce livre, c'est généralement deux catégories de personnes. Moi, j'en profite aussi pour dire que ce livre, c'est pas un livre juste sur la propagande russe où vous allez avoir des gens qui parlent de propagande russe. C'est un livre qui s'intéresse à ce qu'on appelait à l'époque les mesures actives, ce que j'appelle moi les opérations d'influence. Donc en fait, ça comprend la propagande, mais il y a aussi ce qu'on appelle du coup les idiots utiles et les véritables agents d'influence. Là, pour le coup, on donne un exemple notamment d'agent d'influence qui était quelqu'un qui s'appelait Pierre Charles Pathé et qui était le fils c'était le fils prestigieux, bien connu. C'était le fils d'un industriel du nom de Pathé. Il a effectivement travaillé pour Moscou tout simplement. Ah bah complètement, il s'est fait arrêter, dans mes souvenirs, dans le 19e arrondissement avec son officier traitant du KGB en train de lui Là, on donner est des sur documents. des cas absolument extrêmes. C'est quelqu'un qui se compromet, qui travaille pour la Russie, qui travaille contre son propre pays et qui le trahit en quelque sorte. Alors, on a toute une panoplie de profils. On va revenir maintenant sur cet entretien d'embauche que vous avez passé avec un collègue journaliste pour intégrer un groupe, non pas de Russes, mais de Français. Alors c'est un groupe qui est dirigé par des Russes, avec un comité éditorial composé de personnes qui sont russes, mais dont on ne connaît pas l'identité, mais qui cherchait à recruter des Français pour alimenter en fait leur chaîne sur un réseau social qui s'appelle Telegram, pour faire de la traduction de texte depuis le russe vers le français et d'autres missions. Par exemple, je pense notamment au boulot de correcteur, qui est celui pour lequel moi j'ai postulé avec un collègue. Exactement. Et ce groupe et cette chaîne, elle servait à quoi ? Elle servait à diffuser littéralement des éléments de langage, des éléments de propagande du Kremlin. Eux s'en défendent. Eux disent que ça a juste pour but de faire quelque part de la réinformation, d'avoir un point de vue décentré, du pluralisme. De ne pas faire du mainstream. Absolument. Sauf que au regard des documents internes que moi j'ai pu notamment consulter, non, il y a une acceptation de la conflictualité, l'utilisation de termes du genre la guerre de l'information. Il y a même des consignes de sécurité tout à fait fantoches qui nous étaient transmises. Pour donner un exemple, ils nous proposaient justement d'aller payer des personnes sans domicile fixe pour aller acheter des cartes SIM dans des bars tabac afin
simplement pour pas se faire gauler, tout simplement. Donc non seulement c'était ridicule, ça n'avait aucune chance de marcher dans tous les cas, mais voilà, ils ont quand même dit ça. Je fais un raccourci, mais c'est comme si on vous avait proposé d'acheter des pochoirs et d'aller, pourquoi pas, taguer les étoiles de David sur les murs dans une période de gros conflits, au moment où la France est dans une période de grande tension. C'est pas dans votre livre, c'était après, le livre est paru avant, mais on peut parler quand même de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Revenons maintenant sur les profils des gens qui étaient aussi ciblés par le même groupe pour lequel vous avez passé un entretien d'embauche. À quoi ils ressemblaient ? Fondamentalement, on avait beaucoup de profils différents. On a des catégories socio-professionnelles qui sont très variées. Pour le coup, ça va de l'ouvrier au CSP+. Mais quand même, ils avaient tous pour point commun d'être plutôt, on va dire, parfois assez complotistes. En tout cas, ce qu'ils partageaient en commun, c'était une vraie défiance envers les médias traditionnels et évidemment toutes les institutions et les politiques français. Et donc, ils avaient l'impression de se réinformer. Parlons maintenant de cette autre histoire. Et ça, c'est cette histoire que vous nous révélez, qui est cette histoire d'une espionne russe qui a fait Sciences Po, tranquillement, avec un profil formidable et qui pourtant n'était pas la fille de n'importe qui. Mais on s'en est rendu compte très tard. Ouais, alors c'est quelqu'un... Alors moi, à la base, j'ai découvert cette personne en travaillant sur une autre opération d'influence du FSB qui se déroulait à Moscou, où en somme, en gros, des gens du FSB payaient une espèce de faux think tank, une ONG, voilà, Picréadi, pour faire venir en gros des chercheurs, des jeunes journalistes ou des étudiants un peu prometteurs pour les faire venir à Moscou pour boire des coups concrètement pendant 3 jours. Il se trouve que moi je connaissais quelqu'un qui avait participé à ce truc-là. Du coup, je l'appelle et je lui demande mais qu'est-ce que tu foutais avec le FSB à Moscou, ce qui est quand même un coup de fil un peu particulier pour un mardi matin. Et il me ça réveille. Et il me répond que lui il a appris un peu tout ça, l'histoire du FSB comme moi je l'avais fait dans la presse, et il me raconte le cas de cette personne qui arrivait vers lui en lui disant que c'était un membre très ouvertement, il était chez lui en même temps, qu'il était membre des services de renseignement russes et qui voulait lui présenter sa petite amie concrètement, qui avait une grande chance, c'était d'avoir été acceptée dans le cadre d'un échange étudiant à Sciences Po l'année prochaine. Et vu que la personne à qui je parlais évoluait un peu dans le milieu de la défense et des relations internationales, lui a dit est-ce que tu aurais la possibilité de lui faire rencontrer des gens sur Paris, etc. C'est un tamponnage. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un tamponnage. Et on va rappeler ce que c'est. La définition du tamponnage, c'est qu'en gros, on nous contacte, un service étranger nous contacte avec un citoyen d'un pays étranger. Les services français font pareil d'ailleurs dans d'autres pays et dans d'autres cas. Mais ce profil, en fait, était très particulier parce que tout simplement, elle était la fille d'un grand ponte de l'espionnage russe. Un ancien grand ponte de l'espionnage russe. Là où ça devient particulièrement gênant, c'est qu'au début d'année 2023, le Washington Post a sorti un article qui révélait, qui parlait notamment d'un grand scandale de corruption au sein du FBI américain. Et au centre de ce scandale de corruption, il y a quelqu'un qui s'appelle Yevgeny Fokin, qui est un ancien taulier, on va dire, du SVR, le service de renseignement extérieur de la Russie. Et il se trouve que la jeune fille dont je parle partage exactement le même nom de famille et c'est pas tout à fait un hasard puisque en fait c'est son papa. C'est son papa, exactement. Et depuis que cette affaire a éclaté aux États-Unis, le profil LinkedIn de cette jeune femme a été désactivé, elle a disparu de la circulation. Elle n'a pas été désactivée, en tout cas moi elle m'a bloqué. Elle vous a bloqué? Moi elle m'a bloqué, mais le profil est encore tout à fait consultable. Alors, précision qui était importante, mais vous pourrez plus l'appeler un mardi matin. Dernière question en un mot. Les rapports entre la France et la Russie. Adversaire, ennemi, partenaire? Adversaire. Je pense que ça ne fait absolument aucun doute. En tout cas, si on se réfère à l'intégralité des opérations d'influence et de tout ce qu'ils font sur notre territoire, j'ai du mal à les appeler des alliés ou des amis indéfectibles avec qui on partage une histoire incroyable pendant une centaine d'années, ce qui est quand même le fond de sauce de la propagande russe. Exactement. Ou alors il n'y a qu'à voir aussi la manière dont ils ont fait traiter nos soldats dans les pays d'Afrique francophone où ils étaient engagés. Nos soldats qui ont été traités de criminels de guerre et de tous les noms sur les réseaux sociaux africains. Vous parlez aussi de ces influenceurs africains pro-russes comme Kémy Seba ou encore Nathalie Yamb, l'inénarrable dame de Sochi. Bref, Allô Paris, ici Moscou, c'est publié chez De Noël, ce sont des faits, c'est pas de l'opinion, ce sont des faits, c'est une vraie enquête journalistique, c'est signé Nicolas Quesnel et on était ravis de vous accueillir ce matin sur Sud Radio. Merci Restez beaucoup avec nous sur Sud Radio.